Selon la légende du satellite Chevalier Noir, un vaisseau spatial d'origine extraterrestre serait en orbite autour de la Terre depuis de très nombreuses années. C'est complètement fou, non ? Au fil des années, les partisans de cette théorie ont rassemblé tout un arsenal de données plus ou moins vraisemblables à son sujet. Jetons-y un œil et jugeons-en par nous-mêmes. 1899. Le célèbre scientifique Nikola Tesla a construit une tour géante dans son laboratoire de Colorado Springs. Cette tour était censée lui permettre d'étudier l'électricité atmosphérique et les ondes radio. Un jour, il a découvert quelque chose d'inattendu. La tour avait commencé à capter un signal apparemment artificiel. Au début, Tesla s'est dit que ce signal provenait de notre atmosphère. Mais il est apparu qu'il venait en réalité de beaucoup plus haut, de l'espace. Il en a donc conclu que c'est une civilisation extraterrestre qui émettait ce signal. Cependant, la communauté scientifique n'a rien voulu entendre. Même s'il respectait le génie de Tesla, il le considérait un peu comme un énergumène. Quelques années plus tard, cependant, les rapports de Tesla furent confirmés. L'inventeur de la radio sans fil, Guglielmo Marconi, avait intercepté des signaux similaires. Puis, en 1927, c'est l'ingénieur radio norvégien Jørgen Holz qui a remarqué quelque chose d'inhabituel. Lorsqu'il envoyait des signaux sur une certaine longueur d'onde, ils lui étaient renvoyés quelques secondes plus tard. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'un écho radio tout à fait ordinaire. Il n'est pas rare que de courtes ondes radio rebondissent entre la Terre et la stratosphère. Ce phénomène a pour nom propagation. Mais généralement, cela se produit très rapidement, environ 1/7 de seconde après la transmission initiale. Et les signaux que Holz recevait mettaient environ 15 secondes à revenir. Cela ne correspondait pas à ce à quoi les ingénieurs étaient habitués. Holz ne fut pas le seul à être témoin de ce phénomène. De nombreux passionnés de radio avaient capté et confirmé l'existence de ces signaux. Mais personne n'avait d'explication. Alors, qu'est-ce que c'était ? Tesla avait-il eu raison ? Démêlons un peu tout cela. Premièrement, ces signaux ont bel et bien existé. Ils ont été documentés par de nombreuses personnes. Mais les signaux de Tesla et Marconi et les échos de Holz ne sont pas du tout la même chose. En réalité, ce que Tesla et Marconi ont capté provenait de pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation rapide. Elles naissent lorsque des étoiles plus grandes que notre Soleil terminent leur cycle de vie. Après ça, elles deviennent des étoiles à neutrons dotées d'une impulsion si forte qu'elles se mettent à tourner à une vitesse folle. Nous savons que les ondes radio émises par les pulsars peuvent parcourir de très grandes distances et atteindre notre planète. Les pulsars n'ont été découverts qu'en 1968. Il n'est donc pas surprenant que Tesla et Marconi n'aient pas su expliquer leur trouvaille. Mais Jørgen Holz alors ? Ce qu'il a découvert porte aujourd'hui le nom d'écho à délai prolongé. C'est un concept compliqué car, en vérité, ces échos restent encore un mystère. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient provenir de l'atmosphère terrestre, ou que ce sont les nuages de plasma du Soleil qui nous les renvoient, ou encore la Lune. Malheureusement, tout ça est encore une énigme. L'incident suivant eut lieu en 1960. Le New York Times publia un article qui disait « Un satellite silencieux non identifié a été découvert autour de la Terre, sur une orbite quasi polaire par les stations de surveillance des États-Unis. » L'identité et l'origine du mystérieux satellite, qui a été surnommé le satellite noir, sont inconnues malgré près de 2 semaines de traçage. De nombreuses personnes ont cru qu'il s'agissait du célèbre satellite Chevalier Noir. Mais quelques temps plus tard, on a pu confirmer qu'il s'agissait en fait des débris d'un satellite ordinaire. Il fonctionnait mal et ses propulseurs l'ont envoyé dans la mauvaise direction, ont affirmé les scientifiques. Quoi qu'il en soit, toute cette histoire a entraîné un regain d'intérêt pour le Chevalier Noir. Les astronomes du monde entier ont soudain prétendu l'avoir observé. On soupçonnait presque n'importe quel objet non identifié d'être le célèbre vaisseau spatial noir. Mais jusqu'à ce moment, toutes les photos et données concernant le mystérieux satellite provenaient d'observatoires terrestres. Pour prouver ou réfuter son existence, il nous fallait des témoins en orbite. Gordon Cooper était un pilote et l'un des premiers astronautes de l'histoire de l'humanité. En 1963, il participa à la plus longue mission spatiale américaine de l'époque, Mercury Atlas 9. Pendant ce vol, il découvrit un étrange objet vert, peut-être d'origine extraterrestre, juste devant son module. Il en parla tout de suite à son équipage au vol.
NBC News en reprit l'information et essaya d'interviewer Cooper à son sujet. Mais étrangement, les comptes rendus de la NASA et Cooper lui-même ne semblaient plus accorder beaucoup d'importance à cette découverte, comme si rien n'était arrivé. Plus tard, la NASA publia son explication officielle. Il y a eu un dysfonctionnement électronique à bord de l'appareil. Il a entraîné une augmentation des niveaux de dioxyde de carbone et provoqué des hallucinations chez Cooper. Notre pilote confirma cette déclaration. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence si, au moment de prendre sa retraite, il a commencé à s'intéresser aux civilisations extraterrestres. Et même si nous admettons que tout cela est vrai, qu'un mystérieux vaisseau spatial orbite autour de la Terre, que nous veut-il ? Pourquoi nous observerait-il ? En 1973, Duncan Alasdair Lunnan, un chercheur écossais, décida d'enquêter sur le sujet. Il rassembla toutes les données recueillies par les scientifiques norvégiens et les examina. Soudain, il remarqua des déviations pouvant éventuellement cacher un code. Il disposa les données sur un graphique, un axe représentait le délai entre les échos, et l'autre la position de l'écho dans la séquence. Et il découvrit un ensemble de points qui ressemblaient à une carte de l'espace, plus précisément à la carte de la constellation du Bouvier. Lunnan analysa les échos enregistrés par des astronomes français en 1929. Encore une fois, il trouva la même constellation. Mais l'une des étoiles se trouvait à un endroit légèrement différent. Lunnan pensa alors, et s'il s'agissait en fait d'une ancienne carte des étoiles ? Après avoir remonté le temps, Lunnan obtint enfin une image complète. Il découvrit que la constellation en question avait bien cette forme il y a 13 000 ans. Cela pouvait vouloir dire qu'il nous observait depuis des milliers d'années. En 1973, Lunnan donna une interview au magazine britannique Spaceflight. Il déclara avoir déchiffré le message radio caché dans les échos à délai prolongé. Le message disait « Commencez ici. Nous habitons Upsilon Bootis, qui est une étoile double. Nous vivons sur la 6e planète sur 7 en partant de notre Soleil, la plus grande étoile. Notre 6e planète a une lune. Notre 4e planète en a 3. Nos premières et 3e planètes en ont une chacune. Notre sonde se trouve au niveau d'Arcturus, connu dans nos cartes. Incroyable, non ? Mais même si ces transformations furent publiées dans le New York Times et dans Time Magazine, personne ne prit vraiment Lunnan au sérieux. Malheureusement, sa théorie n'était pas fondée sur des preuves. Plus tard, il se rétracta lui-même, disant qu'il avait fait des erreurs évidentes et que ses méthodes n'étaient pas scientifiques. Il avait simplement spéculé sur la signification de ces signaux. Et enfin, la dernière partie de notre histoire, cette photo. Le 4 décembre 1998, la navette spatiale Endeavour entreprit sa mission STS-88. C'était la première mission vers la Station spatiale internationale. Le 11 décembre suivant, la NASA prit et publia une série d'images où l'on pouvait clairement voir un objet inhabituel dans l'orbite de la Terre. Ces photos ont immédiatement fait le tour des médias. Tout le monde pensa qu'il s'agissait du satellite Chevalier Noir dont on parlait depuis des années. L'avait-on enfin trouvé, après 100 ans de spéculation ? Mais, comme d'habitude, la vérité s'avéra bien plus banale. Pendant la mission, l'un des astronautes avait installé un revêtement thermique. Mais le revêtement était mal fixé, et il s'était détaché et s'était envolé. Les photos avaient été prises pour documenter cet incident. La légende du Chevalier Noir est très intéressante. On peut passer des heures à l'étudier à la recherche de nouvelles informations et connaître son histoire. Il s'agit en fait d'un fouillis de témoignages, de rapports et de photos de vrais satellites sans aucun rapport entre eux. Tous ces éléments ont été mélangés pour former un mythe sans réelle cohérence. Mais un mythe absolument fascinant. Une théorie provocante suggère que la mystérieuse comète Oumuamua pourrait être une sonde de von Neumann, un vaisseau spatial extraterrestre équipé de moteurs défectueux, errant sans contrôle à travers notre système solaire. Bien que cette idée soit troublante, il convient tout d'abord de préciser ce qu'est une sonde de von Neumann. Le mathématicien John von Neumann a introduit le concept de vaisseaux spatiaux capables de se répliquer eux-mêmes, imitant ainsi certaines caractéristiques des organismes vivants ou des virus. Ces vaisseaux hypothétiques, rapidement surnommés sondes de von Neumann, étaient envisagés comme une solution efficace pour accomplir des tâches à grande échelle, telles que l'exploitation des ressources des ceintures d'astéroïdes ou des lunes. Von Neumann estimait que leur capacité de reproduction exponentielle pourrait constituer un atout considérable pour leurs concepteurs. En théorie, une sonde autoréplicante pourrait être envoyée dans un système planétaire voisin afin d'y identifier des ressources.
Ces matériaux, prélevés sur des lunes, des astéroïdes ou des géantes gazeuses, serviraient ensuite à fabriquer des copies de la sonde elle-même. Ces copies seraient à leur tour envoyées vers d'autres systèmes planétaires, tandis que la sonde d'origine continuerait à remplir son objectif principal au sein du système stellaire dont elle est issue. Ce modèle reproduit indéniablement les mécanismes de reproduction des bactéries, ce qui conduit certains experts à considérer que les machines de von Neumann pourraient être perçues comme une forme de vie artificielle. Par ailleurs, une théorie avance qu'un vaisseau spatial autorépliquant pourrait coloniser une galaxie de la taille de la Voie lactée en à peine un demi-million d'années, même en se limitant à des méthodes conventionnelles de voyage interstellaire. Autrement dit, il n'aurait pas besoin de recourir à une propulsion hypothétique dépassant la vitesse de la lumière. En 1981, le physicien, mathématicien et cosmologiste Frank Tipler a avancé l'idée que l'intelligence extraterrestre ne pouvait exister au motif que personne n'avait jamais observé de sonde de von Neumann. En supposant un rythme de réplication modéré, ces sondes devraient déjà être largement répandues dans l'univers. Leur absence d'observation soulève donc une question troublante. Cela pourrait-il signifier que l'intelligence extraterrestre n'existe pas ? Les astronomes Carl Sagan et William Newman ont apporté une réponse aux arguments de Tipler. Ils ont suggéré que ce dernier avait peut-être surestimé les taux de réplication possibles. Si ces sondes de von Neumann existaient, elles auraient déjà consommé une part significative de la masse de notre galaxie. Cela amène à penser que toute civilisation avancée éviterait délibérément de créer de telles sondes, ou s'efforcerait de les neutraliser dès leur détection. Une autre hypothèse avancée pour expliquer leur absence est que les civilisations capables de concevoir de tels dispositifs s'éteindraient vraisemblablement avant même de parvenir à les concevoir. En tout état de cause, la capacité présumée des sondes de von Neumann semble peu réaliste. Mais alors, comment interpréter Oumuamua ? Aujourd'hui, les scientifiques utilisent des outils d'imagerie avancés pour étudier une immense comète en forme de cigare, qui pourrait être, ou non, une sonde extraterrestre. Une hypothèse évoque qu'il s'agirait d'un vaisseau spatial appartenant à une civilisation inconnue, dont les moteurs seraient défectueux, dérivant ainsi à travers notre système solaire. Si tel était le cas, cet objet pourrait s'apparenter à une sonde de von Neumann. Le Dr Jason Wright, de l'université de Penn State, suggère qu'un vaisseau extraterrestre en panne pourrait adopter un comportement similaire à celui d'Oumuamua. Contrairement aux autres corps célestes, ce mystérieux voyageur de l'espace, mesurant environ 400 mètres de long pour 36 mètres de large, ne suit pas une trajectoire classique. Il semble tourbillonner à travers notre système solaire, se déplaçant actuellement à une vitesse d'environ 320 000 km/h. Dans son blog, le Dr Wright explique qu'un tel appareil, s'il était abandonné et incapable de quitter la galaxie, pourrait se thermaliser avec les étoiles environnantes, dérivant alors comme une comète ou un astéroïde interstellaire. Perte de contrôle d'attitude et rotation aléatoire deviendraient des signes distinctifs, le différenciant des astéroïdes classiques. Par ailleurs, même si ces systèmes de propulsion étaient hors service, ces émetteurs radio pourraient encore fonctionner. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pour l'instant que d'une théorie nécessitant des recherches approfondies. Selon vous, Oumuamua est-il simplement un objet rocheux ou une véritable sonde extraterrestre ? Avant de devenir le chef du projet Manhattan, Robert Oppenheimer étudiait, avec d'autres, la physique nucléaire dans les conditions les plus extrêmes que l'on puisse imaginer. J'entends par là l'effondrement gravitationnel des étoiles les plus massives de l'univers. Oppenheimer a fait partie de la première équipe à déterminer la masse maximale théorique que peut avoir une étoile à neutrons. Au-delà de cette limite, l'étoile s'effondre en trou noir. Une étoile est un énorme amas de masse, principalement constitué d'hydrogène et d'une fraction substantielle d'hélium, ainsi que d'autres éléments en quantité limitée. Son énorme force de gravité exerce sans relâche une attraction sur toute cette masse. La question qui se pose ici est la suivante. Pourquoi de tels objets ne s'effondrent-ils pas gravitationnellement ? Par exemple, une étoile, comme notre Soleil, a une masse 300 000 fois supérieure à celle de la Terre. Pourtant, sa densité ne représente qu'un quart de celle de notre planète. On peut donc en déduire qu'une force interne générée au sein même de l'étoile s'oppose à la gravitation. Les scientifiques étudient l'évolution stellaire depuis de nombreuses années. En voici les grandes lignes. Dans la majorité des étoiles, la pression provient des réactions thermonucléaires. C'est ce qui les fait briller. Lors du processus thermonucléaire, les éléments légers se transforment en éléments lourds,
ce qui libère de l'énergie. Lorsqu'une étoile n'a plus d'éléments légers, elle a deux possibilités. Devenir une géante rouge, puis une naine blanche, ou exploser en supernova, et devenir une étoile à neutrons ou un trou noir. La plupart des astronomes sont finalement parvenus à la conclusion que, sous des pressions et des températures extrêmes, une série de réactions nucléaires pouvait se produire, conduisant à la conversion des noyaux d'hydrogène en noyaux d'hélium avec libération d'énergie. Cette énergie libérée fournirait d'énormes quantités de pression radiative, ce qui permettrait à la plupart des étoiles de briller pendant de très longues périodes et de résister à leur effondrement gravitationnel. Mais contrairement à la plupart des scientifiques travaillant sur ce problème, Oppenheimer s'intéressait à un autre aspect. Qu'arriverait-il à une étoile au moment où elle finirait par épuiser le combustible nucléaire consommé pour résister à cet effondrement gravitationnel ? Le scientifique savait que sans source de combustible au sein d'une étoile, la gravitation prendrait le dessus et le cœur de l'étoile commencerait à se contracter. Il n'y aurait pas assez de temps pour que la chaleur passe de l'intérieur à l'extérieur de l'étoile. Et une même quantité de chaleur serait comprimée dans un volume de plus en plus petit. Aujourd'hui, nous savons que l'augmentation de la température du cœur, riche en hélium d'une étoile géante, libère plus d'énergie que la fusion de l'hydrogène en hélium. Les étoiles aussi massives que le Soleil finissent par amorcer la fusion de l'hélium. Mais que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus d'hélium dans son cœur ? Elle finit par cesser d'émettre des radiations. Le cœur commence alors à se contracter, ce qui le réchauffe encore plus. Certaines étoiles, comme le Soleil, ne peuvent pas se réchauffer suffisamment pour déclencher une nouvelle réaction de combustion nucléaire. Le noyau, principalement constitué d'éléments tels que le carbone et l'oxygène, se contracte de plus en plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus moyen d'aller plus loin. En effet, il existe une limite à la contraction d'une étoile, fixée non pas par la pression de radiation thermique, mais par un certain effet de mécanique quantique. Deux électrons, un exemple de particules appelées fermions, ne peuvent pas occuper le même état quantique. C'est pourquoi de tels restes stellaires peuvent résister à l'effondrement gravitationnel. Ces vestiges sont des objets physiques connus aujourd'hui sous le nom de naines blanches, dont les températures et les densités sont plus élevées au cœur qu'à l'extérieur. Cependant, il doit y avoir une limite à la masse d'une naine blanche. Au-delà d'une certaine masse, on peut s'attendre à ce que la taille de cet objet spatial s'effondre à zéro. Une fois la densité critique atteinte, soit de nouvelles réactions nucléaires se produisent, soit la naine blanche continue de s'effondrer, ce qui peut conduire à l'apparition d'un trou noir. Oppenheimer choisit cependant de s'attarder sur un autre aspect du problème. Il se demanda: qu'arriverait-il aux étoiles les plus massives, celles dont les températures et les densités atteindraient des sommets incroyables, après avoir épuisé leurs sources d'énergie que sont l'hydrogène et l'hélium ? Lorsque le noyau de carbone d'une étoile suffisamment massive se contracte, il devient si chaud qu'il peut déclencher la fusion du carbone, qui conduit à la création d'éléments tels que le néon. À mesure que le noyau de néon se contracte et se réchauffe, la combustion de cet élément se produit à des températures encore plus élevées. Finalement, il est détruit par des photons à haute énergie et se transforme en oxygène. Le noyau se contracte et monte à nouveau en température, ce qui entraîne la fusion de l'oxygène et la production d'éléments tels que le silicium et le soufre. Après avoir épuisé tout son oxygène, le noyau se contracte encore davantage et le silicium brûle. Le soufre, l'argon, le calcium, le fer, le titane, le chrome et le nickel commencent alors à s'accumuler et le noyau devient inerte. Une supernova par effondrement du noyau s'ensuit rapidement. À l'époque, Oppenheimer ignorait tout cela. Mais il prit tout de même conscience d'une chose importante. Toute réaction nucléaire finit par se heurter à une limite. Au bout du processus, l'ensemble du cœur d'une étoile se comporte comme un noyau atomique. Ce noyau aurait également une limite, celle de sa masse. Si vous comprimez un proton et un électron sous une pression et une température suffisamment élevées, il se transformera en neutron par le processus de capture d'électrons. Les calculs d'Oppenheimer étaient basés sur le principe d'exclusion de Pauli. De quoi s'agit-il ? Il existe deux types de particules. Les bosons peuvent être comparés à des personnes extraverties. Imaginez que vous deviez loger un grand nombre de personnes dans un hôtel. Les extravertis peuvent être logés dans une auberge. Ce sera amusant, et ils ne verront pas d'inconvénient à se trouver à l'étroit. Mais les fermions sont des introvertis. Si chaque pièce est un état quantique distinct, deux électrons ne peuvent pas y cohabiter. Ils doivent être logés séparément. C'est le principe d'exclusion de Pauli. En gros,
les fermions se repoussent les uns les autres. Cette répulsion empêche l'effondrement des derniers stades de l'évolution stellaire. Prenez une étoile à neutrons, comprimez-la davantage, ajoutez-lui de la masse et réduisez son volume. À un moment donné, vous atteindrez la même limite que pour les naines blanches. Oppenheimer pensait que les mêmes effets physiques pouvaient être observés. Que vous ayez un groupe de protons, de neutrons ou d'électrons n'a pas d'importance. Ce sont tous des fermions et ils obéissent au même principe. Il est impossible que deux d'entre eux occupent le même état quantique. Cela crée une pression qui empêche le vestige stellaire, qu'il s'agisse d'une naine blanche ou d'une étoile à neutrons, de dépasser une certaine valeur critique par rapport à sa masse. L'équation de cette valeur de masse maximale pour le modèle le plus simple d'étoile à neutrons, froide et sans rotation, a été créée par Oppenheimer et Volkoff. Elle est aujourd'hui connue sous le nom de limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Selon cette limite, la masse maximale possible d'une étoile à neutrons non tournante se situe entre 2,2 et 2,9 masses solaires. Comment les prédictions modernes issues des travaux d'Oppenheimer s'accordent-elles avec les observations dont nous disposons sur les étoiles à neutrons? À vrai dire, très bien. Par exemple, l'étoile à neutrons la plus massive dont la distance et la masse ont été mesurées avec précision est ce pulsar milliseconde. Bien que sa rotation soit rapide, sa masse est de 2,08 masses solaires. En 2017, des astronomes ont assisté à la première fusion de deux étoiles à neutrons. La masse combinée des étoiles participant à la fusion était d'environ 2,75 masses solaires. Ces étoiles ont brièvement formé une étoile à neutrons avant de s'effondrer en un trou noir. Enfin, en 2019, la deuxième fusion de deux étoiles à neutrons a été observée. Mais dans ce cas, la masse combinée des deux étoiles était située entre 3,3 et 3,7 masses solaires. Cette fois, le vestige post-fusion s'est transformé directement en trou noir, sans étoile à neutrons intermédiaires. Trouver l'étoile à neutrons la plus massive et le trou noir le moins massif n'est pas une mince affaire, car, en raison de leur rareté, il est très difficile de déterminer les propriétés de ces objets. En outre, ces objets se trouvent généralement à des milliers d'années-lumière de nous et ne sont pas très lumineux. Néanmoins, grâce à l'amélioration constante de la technologie de chronométrage des pulsars, la découverte de nouvelles étoiles à neutrons dans la Voie lactée, ainsi que de fusion d'étoiles à neutrons, semble plus réaliste. Bientôt, nous pourrions découvrir où se situe la limite de masse entre une étoile à neutrons et un trou noir. Quant à Oppenheimer, sa contribution la plus durable au monde de la physique pourrait être le développement d'une méthode permettant de comprendre théoriquement la limite de masse maximale entre un trou noir et une étoile à neutrons. Supposons que l'humanité soit confrontée à une énorme menace venue de l'espace. Une pieuvre géante arrive dans notre système solaire et mange Vénus, Mars, la Terre et toutes les autres planètes à l'exception de Saturne. Nous décidons donc d'aller nous installer sur cette planète aux anneaux gigantesques. Par chance, nous disposons déjà de la technologie nécessaire à un tel voyage. Nous embarquons dans nos vaisseaux géants et décollons vers Saturne. Vivre sur la planète elle-même est impossible, car elle n'a pas de sol à proprement parler. Nos vaisseaux ne pourraient pas y atterrir. Saturne est une boule de gaz géante 9 fois plus large que la Terre. À titre de comparaison, visualise une pièce de 5 centimes à côté d'une balle de baseball. En outre, son atmosphère se compose essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Essayant d'atterrir, nous n'atteindrions jamais la terre ferme. Et plus nous nous enfoncerions, plus la pression augmenterait, nous réduisant finalement en miettes. Il ne nous resterait donc qu'une seule option, les fameux anneaux. Des particules de glace et de roches de différentes tailles qui tournent autour de la planète à une vitesse phénoménale. Il s'agissait à l'origine de comètes que la gravité de Saturne aura fait dévier de leur trajectoire avant de les broyer. En s'accumulant, ces fragments sont ensuite venus former les anneaux que tu connais si bien. Certaines de ces particules sont rapides, d'autres plus lentes. L'anneau D est le plus proche de la planète. Ensuite, il y a les anneaux C et B. Après ça, il y a un grand espace appelé division de Cassini. Les anneaux A, F, G et E se trouvent derrière. Cette classification nous permet de cartographier les anneaux. Nous en approchons donc, mais nous n'osons pas tout de suite y atterrir. Il faut d'abord y envoyer des robots à des fins d'analyse. Nous choisissons une zone à l'intérieur de l'anneau E. En fait, la distance entre les rochers est assez grande,
Et notre navette peut facilement se frayer un chemin. Il y a de minuscules particules, d'énormes rochers de la taille d'une maison et des comètes de la taille d'une montagne. Un premier robot fonce jusqu'à un gros rocher, mais un caillou gros comme une balle de baseball le pulvérise. Un autre robot se fait écraser entre deux rochers. Une pluie de stalactites surprend notre troisième robot qui n'y survit pas. Dans nos vastes ateliers, nous pouvons construire d'autres robots. Nous utiliserons à présent des matériaux plus résistants. De nouvelles capsules atteignent un autre rocher. Des particules viennent s'abattre sur elles, mais sans faire de dégâts. Nous parvenons donc à établir une petite station où nous pouvons nous installer. Mais très vite, un gros morceau d'astéroïde détruit notre projet. Il semble que nous devions changer de stratégie. Nous scannons le voisinage de l'anneau E et calculons les trajectoires de ces milliards de pierres. Au milieu du chaos, nous découvrons quelques cailloux qui, selon nos calculs, devraient rester intacts suffisamment longtemps. Nous atterrissons sur ces gros rochers et commençons à nous y installer. Nous construisons des stations alimentées en électricité par de puissantes batteries. Saturne se trouve à une distance de 9,5 unités astronomiques du Soleil. Une unité correspond à la distance entre le Soleil et la Terre. Il fait donc assez froid sur Saturne. Voilà pourquoi elle est entourée de tant de glace. Comment obtenir l'énergie nécessaire pour la réchauffer? Nos grands vaisseaux n'y suffiront pas. Et des panneaux solaires seraient inefficaces. Nous sommes trop loin du Soleil. Nos scientifiques conçoivent donc un moyen de générer de l'énergie à partir de toutes ces particules. Comme avec un moulin, le vent entraîne ses ailes et le mouvement est converti en énergie. Nos ingénieurs construisent donc des panneaux afin de recueillir l'énergie des particules. Et leur vitesse ne ralentit jamais, car c'est la gravité de Saturne qui les fait tourner. Nous disposons donc d'une source d'énergie presque illimitée. Des plantes produisent de l'oxygène sur certaines stations grâce à la photosynthèse. Mais au lieu de la lumière du soleil, elles puisent leur énergie dans les ultraviolets. Ensuite, les gens remplissent de grands réservoirs qu'ils transportent jusqu'à leur domicile. Nous commençons à occuper les anneaux adjacents. Pas besoin d'utiliser beaucoup de carburant pour aller d'un endroit à un autre. Tu peux te poser sur un rocher, calculer sa trajectoire et attendre qu'il t'amène à l'endroit voulu. Ensuite, tu peux passer sur un autre rocher et ainsi de suite jusqu'à atteindre ta destination. De plus en plus de gens quittent leur vaisseau pour se rendre sur les anneaux. La vie s'améliore, mais certains souffrent de problèmes psychologiques. Ce mouvement constant dans le vide rend les gens un peu fous. Imagine-toi vivre sur un carrousel qui ne s'arrête jamais. Tu ne peux pas te rendre au supermarché quand tu veux, il faut attendre qu'il passe. On ne peut pas sortir se promener, même en combinaison spatiale, parce que tous ces cailloux volants sont dangereux. Et on ne peut pas faire de projet, car un morceau de glace peut nous tomber sur la tête à tout moment. Et les ordinateurs ne nous aident pas beaucoup. Ils ne peuvent pas calculer la trajectoire de tous ces corps spatiaux. Les rochers ont tendance à se fragmenter en des centaines de petits morceaux. De nouvelles comètes arrivent tout le temps et s'ajoutent aux anneaux. Tout cela nourrit un sentiment d'incertitude et d'anxiété. Et puis il fait sombre, froid et on se sent très seul dans ces anneaux. Tu voulais construire une base sur un objet spatial? Ton meilleur ami a atterri sur un autre rocher distant de quelques kilomètres. Puis un morceau de glace a percuté son rocher, augmentant sa vitesse. Quelques jours plus tard, ton ami est déjà très loin. Et ça se produit en permanence. Le seul moyen de changer de vie est de s'installer sur l'une des lunes de Saturne. La planète en compte 83. On en a déjà identifié et nommé 63 et nous suspectons l'existence de 20 lunes de plus. Chacune est un monde unique. Certaines pourraient même être habitables. La meilleure candidate est Titan. Il y a peut-être de l'eau sur ce satellite et sa pression atmosphérique n'est qu'une fois et demie supérieure à celle de la Terre. Son atmosphère se compose d'azote et d'un peu de méthane, ce qui forme un smog de carbone dans ses couches supérieures. Pour cette raison, nous ne pouvons pas étudier cette lune depuis la Terre, mais Titan orbite loin des anneaux de Saturne. Cela signifie que l'on pourrait y mener une vie tranquille. Il y a aussi le satellite Phébé, couvert de cratères comme notre Lune. Ce corps céleste géant ressemble à une météorite. Les gens ont donc l'embarras du choix quant à l'endroit où commencer leur nouvelle vie.
En quelques centaines d'années passées sur nos vaisseaux près de Saturne, nous en apprendrions beaucoup sur ces satellites. Alors pourquoi avoir essayé de vivre sur les anneaux? Pourquoi ne pas avoir tout simplement atterri sur l'une des lunes? Parce que cette vidéo serait moins amusante et beaucoup plus courte. Et si nous étions nés dans les anneaux de Saturne? Disons qu'une météorite massive contenant de l'eau gelée a été happée par la gravité de la planète. Dans la glace se trouvaient des formes de vie très simples. Et cette vie a commencé à évoluer. Imaginons que le gros rocher ait réussi à rester intact pendant des centaines de millions d'années. À un moment, les humains seraient apparus. Bien sûr, ils seraient très différents. Tout d'abord, la force gravitationnelle y est moindre. Ils seraient donc plus grands, mais moins forts. Leur peau serait pâle à cause du manque de lumière, mais très résistante en raison du froid. Les particules de glace et tout le sable volant dans l'espace rendraient leur peau dure et rugueuse. Vêtus d'une telle armure organique, sans pesanteur, ils sauteraient d'un rocher à l'autre à la recherche d'eau et de nourriture. D'ailleurs, ce serait là le principal problème. Comment les gens survivraient-ils sans oxygène dans le vide de l'espace? Où trouveraient-ils de quoi manger? Les anneaux de Saturne sont un endroit plutôt dangereux. Si même une forme de vie très simple ne peut y survivre, comment l'être humain le pourrait-il? Par conséquent, même en théorie, la présence d'animaux évolués y est impossible. Attention, attention, quelque chose de très excitant se passe sur Saturne. C'est ce qu'on appelle la saison des rayons. Et non, la planète ne se transforme pas en une gigantesque roue gazeuse. Laissez-nous vous éclairer sur ce phénomène captivant. Chaque année, le télescope spatial Hubble de la NASA consacre une partie de son temps à l'observation de Saturne. Cette géante gazeuse est la seconde plus grande planète du système solaire. Et ce corps céleste nous réserve encore des surprises. Prenons par exemple l'une des images récentes de la planète Saturne. Vous voyez ces stries floues, elles indiquent le début de la saison des rayons, plus connue sous le nom de spokes. À l'instar de notre planète, Saturne est incliné sur son axe, ce qui lui confère 4 saisons distinctes. Cependant, en raison de l'ampleur colossale de son orbite, chacune de ces saisons dure environ 7 années terrestres. C'est un point crucial à garder en tête. Pour saisir le concept unique de cette saison saturnienne, nous devons parler de l'équinoxe. Sur Terre, c'est le moment où le Soleil se trouve exactement au-dessus de l'équateur, rendant le jour et la nuit de longueur égale. Sur Saturne, c'est légèrement différent. Un équinoxe se produit lorsque les anneaux de Saturne sont inclinés de côté par rapport au Soleil. Bien que les équinoxes sur Saturne aient lieu à chaque printemps et à chaque automne, comme sur notre planète, ils se produisent beaucoup plus rarement, environ une fois toutes les 15 années terrestres. Voilà pourquoi les astronomes sont si enthousiastes au sujet de cet événement. Regardez maintenant. Il y a 2 rayons tachetés sur l'anneau B, à gauche de l'image. Ils ressemblent aux rayons d'une roue de bicyclette. Leur ombrage et leur forme varient. Ils peuvent paraître sombres ou clairs, selon l'angle et l'éclairage. Parfois, ils ressemblent davantage à des taches qu'à des rayons radiaux ordinaires. Ces spokes ne durent pas longtemps, mais de plus en plus commenceront à apparaître à mesure que nous nous approcherons du 6 mai 2025, date de l'équinoxe d'automne sur Saturne. Mais quelle est donc l'origine de ces rayons? Les astronomes pensent qu'ils pourraient en être causés par le champ magnétique de la géante gazeuse. Lorsqu'un champ magnétique planétaire interagit avec le vent solaire, il crée un environnement électriquement chargé. Sur Terre, ce phénomène se manifeste par des aurores boréales. Concernant Saturne, les plus petites particules de glace de ces anneaux pourraient également se charger électriquement. Il est probable que cela les fasse léviter temporairement au-dessus des blocs de glace plus grands qui composent les anneaux. Les spokes des anneaux de Saturne ont été observés pour la première fois par la mission Voyager de la NASA au début des années 1980. À cette époque, nous ne savions pas que ces rayons étaient un phénomène saisonnier. Voyager 2 a simplement survolé la planète, puis a poursuivi son voyage. Pour comprendre la nature et le fonctionnement de ces rayons, les astronomes avaient besoin d'un télescope spatial capable d'observer Saturne à distance. Un télescope comme Hubble. L'équinoxe le plus récent sur Saturne a eu lieu en 2009, lorsque la sonde spatiale Cassini de la NASA se trouvait en orbite autour de la géante gazeuse. Cassini a envoyé de nombreux clichés étonnants vers la Terre, démontrant rapidement que ces rayons n'étaient pas causés par des interactions gravitationnelles avec Saturne, ni par l'influence de ses lunes, ou des petits satellites constituant les anneaux. En 2005,
Cassini a confirmé que les rayons étaient liés au champ magnétique de Saturne. La mission Cassini s'est achevée en 2017, mais Hubble poursuit désormais une surveillance à long terme des changements autour de Saturne. Malgré toutes ces observations, les astronomes ne peuvent toujours pas prédire le début et la durée de la saison des Spokes. Heureusement, les anneaux proéminents de Saturne offrent un laboratoire idéal pour étudier ce phénomène. Bien que les autres géantes gazeuses du système solaire possèdent également des anneaux, ceux-ci ne sont pas aussi visibles, et les scientifiques ne savent pas si des Spokes y apparaissent. Toutefois, les rayons ne sont pas le seul phénomène spatial fascinant. Notre système solaire regorge de merveilles. Imaginez-vous debout à l'équateur martien, pieds dessus. Vos pieds ressentiraient une température agréable, comparable à une chaude journée de printemps. Cependant, il vous faudrait porter un chapeau, car à la hauteur de votre tête, il régnerait un froid glacial. Vénus tourne dans le sens inverse de la plupart des autres planètes du système solaire et du Soleil lui-même. Une hypothèse avancée par les astronomes est qu'une collision passée avec un objet massif, tel qu'un astéroïde, pourrait en être la cause. La lune de Jupiter, Io, est le corps le plus volcaniquement actif du système solaire, avec plusieurs centaines de volcans. Sa surface présente une étrange teinte jaunâtre, constellée de taches qui lui donnent l'apparence d'une pizza au pepperoni. Europe, l'un des 4 plus grands satellites de Jupiter, est recouverte de glace, avec une épaisseur estimée entre 16 et 24 km. Certaines zones de cette surface glacée sont lisses, ce qui ferait de cet endroit un terrain idéal pour le patinage artistique. Et si l'on rassemblait tous les astéroïdes connus du système solaire, leur masse totale serait inférieure à 10% de celle de notre Lune. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait encore posséder un noyau partiellement fondu, ce qui expliquerait la présence d'un champ magnétique, bien que celui-ci représente seulement 1% de la puissance de celui de la Terre. Le noyau de Mercure constitue environ 42% du volume total de la planète. De plus, sa surface présente des rides, appelées escarpements lobés, qui se sont formés lorsque son noyau de fer a provoqué une contraction de la croûte en refroidissant. Ces escarpements peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres et atteindre plus de 1000 mètres de hauteur. Uranus est la seule planète du système solaire à tourner sur le côté. Cette caractéristique pourrait être due à une ancienne collision cataclysmique avec un objet de la taille de la Terre, bien que cela ne reste qu'une théorie pour l'instant. Mars pourrait acquérir un ensemble d'anneaux dans les 70 millions d'années à venir. Sa plus grande lune, Phobos, se rapproche progressivement de la planète. Un jour, elle pourrait être désintégrée par les forces gravitationnelles de Mars et se transformer en un anneau qui pourrait persister pendant des millions d'années. On ne sera pas là pour voir ça, donc autant les croire sur parole. Les scientifiques estiment que la surface de la Lune possède plus de cratères que celle de la Terre, en raison de l'absence d'activité naturelle sur notre satellite. Sur Terre, les vents, les pluies, les tremblements de terre et l'érosion modifient continuellement la surface. En revanche, la Lune n'a presque pas de conditions météorologiques pour altérer son apparence. Saturne est la planète la plus aplatie du système solaire. Elle est comprimée au pôle, avec un équateur situé à environ 6400 km plus loin du centre de la planète que les pôles. Le télescope spatial Hubble, qui pèse presque autant que 2 éléphants d'Afrique mâles et est aussi long qu'un grand bus scolaire, on dirait le début d'une blague, a réalisé près de 1,5 million d'observations depuis son lancement en 1990. Ces données ont permis aux astronomes de rédiger environ 15 000 articles scientifiques. Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que les gens peuvent observer dans l'espace à l'aide de télescopes est considéré comme de la matière normale, composée d'atomes et de molécules, et ne représente que moins de 5% de l'univers. Près de 68% est constitué d'énergie sombre, et les 27% restants sont de la matière noire. Est-ce vraiment important? Oui, tout à fait. Saturne possède un vortex mystérieux qui tourbillonne au-dessus de son pôle sud. Ce phénomène ressemble à une énorme tempête de type ouragan, mesurant près de 8000 km de diamètre, soit les 2/3 du diamètre de la Terre. Ce qui intrigue les astronomes, c'est que bien que ce vortex ressemble à un ouragan, il ne se comporte pas comme tel. Saturne est également la seule planète du système solaire moins dense que l'eau. En d'autres termes, si vous trouviez une baignoire assez grande pour contenir cette géante gazeuse, elle y flotterait comme un canard en caoutchouc. Les tremblements de lune ne se produisent pas aussi fréquemment que les tremblements de terre. Mais lorsqu'ils se produisent, ils se manifestent plus près du centre du satellite. Les scientifiques pensent que ces tremblements de lune
pourrait être causée par la gravité de la Terre et du Soleil. L'une des lunes de Saturne, Japet, présente un étrange motif bicolore. Les deux hémisphères de la Lune sont très différents. L'un est clair tandis que l'autre est étonnamment sombre. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère. La seule ceinture d'astéroïdes connue des astronomes dans le système solaire se trouve entre Mars et Jupiter. Des milliers d'astéroïdes occupent cette zone. Ce sont des objets solides de forme irrégulière et de taille variée, chacun bien plus petit qu'une planète. Les scientifiques ont analysé la composition chimique de certains météorites retrouvés dans le désert du Sahara, en Antarctique et ailleurs. Il s'avère que certaines de ces roches ont une origine martienne, tandis que d'autres proviennent de la Lune ou de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Ah, les roches spatiales cesseront-elles jamais de nous fasciner? Nous sommes en l'an 1977 et les astronomes sont stupéfaits. Ils viennent de capter un signal radio étrange et très puissant en provenance de la constellation du Sagittaire. Ce signal correspond étonnamment à la fréquence de l'hydrogène neutre. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit de la fréquence que de nombreux astronomes pensent pouvoir être utilisée par des civilisations extraterrestres cherchant à communiquer. Depuis, le signal est devenu légendaire dans la communauté des chercheurs d'intelligence extraterrestre, ou SETI. Mais quel était exactement ce mystérieux signal? Pour le comprendre, il faut remonter aux années 1970, époque à laquelle le radiotélescope Big Ear de l'Université de l'État de l'Ohio était en activité. Pendant plus de 2 décennies, de 1973 à 1995, il a joué un rôle majeur dans le programme SETI de l'université. Il s'agit d'ailleurs du projet SETI le plus long de l'histoire. Et en 1977, Big Ear a détecté quelque chose d'extraordinaire, le signal WOW. Il ne s'agissait pas d'un signal quelconque, mais d'un signal radio puissant à bande étroite, proche de l'importante fréquence de l'hydrogène neutre. Le télescope Big Ear a peut-être disparu aujourd'hui, mais le mystère du signal WOW fascine toujours les scientifiques. Imaginez un peu, vous voulez parler de l'homme à une civilisation extraterrestre. Comment décririez-vous notre taille moyenne? Nous ne pouvons pas utiliser des mètres ou des centimètres, car ces unités ne signifient rien pour eux. Même sur Terre, nous n'utilisons pas tous les mêmes mesures. Pour communiquer avec d'autres civilisations, nous avons besoin d'un moyen universel de transmettre des informations. Heureusement, l'émission de lumière par la matière provient d'un électron qui passe d'un état quantique à un autre dans un atome. Ce processus, régi par la mécanique quantique, produit des fréquences et des longueurs d'onde de rayonnement spécifiques et fixes, quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans l'univers. Comme nous pensons que les lois de la physique sont les mêmes partout, ces longueurs d'onde sont universelles. Elles constituent donc un étalon de mesure parfait que toute civilisation peut comprendre. Par exemple, sur la plaque dorée du vaisseau spatial Pioneer, nous avons utilisé une longueur d'onde particulière comme unité de longueur pour décrire les informations sur les humains et l'origine du vaisseau. Ainsi, si une civilisation extraterrestre voulait nous parler, elle aurait pu utiliser la fréquence du signal « Wow ». Et c'est assez incroyable. Le signal a duré 72 secondes et Big Ear était à l'écoute. Quelques jours plus tard, l'astronome Jerry R. Ehman examinait des données lorsqu'il a repéré le signal inhabituel sur un imprimé d'ordinateur. Il a été tellement surpris qu'il a écrit « Wow » à côté du signal. Et c'est ainsi que le signal a reçu son célèbre nom. Le signal porte également un nom scientifique, moins spectaculaire, 6EQUJ5. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'un message caché, mais en réalité, il montre simplement comment l'intensité du signal a évolué au fil du temps. Le signal « Wow » a donné lieu à toutes sortes de théories. Certains se sont mis à croire qu'il s'agissait d'un signe de vie extraterrestre, tandis que d'autres étaient persuadés qu'il s'agissait d'une interférence due à l'activité humaine. D'autres encore pensaient qu'il pouvait s'agir d'un phénomène naturel que nous ne comprenions pas encore. De nouvelles recherches semblent avoir enfin résolu le mystère. Mais il y a une chose dont nous parlerons un peu plus tard. Entrons d'abord dans les détails. Une équipe de scientifiques, dirigée par Abel Mendez du laboratoire d'habitabilité planétaire de l'Université de Porto Rico à Arecibo, a réexaminé le mystère en utilisant les données du radiotélescope d'Arecibo, aujourd'hui fermé, recueillies entre 2017 et 2020. Ces observations étaient similaires à celles de Big Ear, mais elles étaient plus sensibles.
avait une meilleure résolution et mesurait mieux la polarisation. Arcibo a détecté des signaux similaires au signal WOW, mais avec d'importantes différences. Ces signaux étaient moins intenses et provenaient de plusieurs endroits. Les scientifiques pensent que ces signaux, y compris le signal WOW original, peuvent être expliqués par des événements naturels dans l'espace. Leur théorie est la suivante. Le signal WOW a probablement été causé par un éclaircissement soudain de l'hydrogène dû à une forte source de rayonnement de courte durée. Il pourrait s'agir d'une éruption de magnétar ou d'un sursauteur gamma mou ou SGR. Un magnétar est une étoile à neutrons dont le champ magnétique est beaucoup plus puissant que celui des étoiles à neutrons ordinaires. Et un SGR est un objet astronomique qui émet de grandes salves de rayons gamma et de rayons X à intervalles irréguliers. Quoi qu'il en soit, ces événements sont plutôt rares et dépendent de conditions très spécifiques. Mais ils peuvent provoquer l'illumination de nuages d'hydrogène pendant de courtes périodes. Selon les chercheurs, ce que Big Ear a capté en 1977 n'était autre qu'un nuage d'hydrogène lumineux placé dans sa ligne de mire. L'étude suggère que la rareté du signal peut s'expliquer par l'alignement précis nécessaire entre la source de rayonnement, le nuage d'hydrogène, et l'observateur. Cela signifie que le signal WOW pourrait être le premier cas enregistré d'une éruption astronomique de maser dans l'arrêt de l'hydrogène. La NASA se lance dans la quête des sphères de Dyson. En effet, il a été constaté que 60 étoiles présentèrent des motifs lumineux inhabituels, ce qui pourrait indiquer la présence potentielle d'une technologie extraterrestre à proximité. Une équipe de chercheurs a mis au point une nouvelle méthode pour détecter les civilisations avancées en recherchant des sphères de Dyson. Toutes les formes de vie, qu'il s'agisse de simples microbes ou de l'humanité, ont besoin d'énergie pour subsister. À mesure que les espèces évoluent, leurs besoins énergétiques augmentent. Nous avons d'abord utilisé le feu, puis le charbon et le pétrole, avant de passer aux panneaux solaires. Imaginez à présent une civilisation extrêmement avancée, ayant épuisé toutes les sources d'énergie disponibles sur sa planète. Quelle pourrait être la solution suivante? Leur étoile hôte, qui constitue une source d'énergie presque infinie. C'est ici qu'intervient le concept des sphères de Dyson, proposé par le physicien Freeman Dyson dans les années 60. Ce concept envisage la construction, en théorie, d'une structure gigantesque autour d'une étoile afin de capter son énergie, à l'image d'un immense panneau solaire. Une telle technologie pourrait permettre à des civilisations avancées de subvenir aux besoins énergétiques de leur planète, et même d'alimenter des voyages interstellaires. À l'heure actuelle, un tel projet demeure hors de portée pour l'humanité. Toutefois, il est envisageable qu'une autre civilisation dans l'univers ait déjà réussi à le concrétiser. Les scientifiques ont collecté une quantité considérable de données issues des relevés d'étoiles, analysant plus de 5 millions d'objets pour identifier quelques candidates potentielles. Mais il va de soi que les civilisations extraterrestres pourraient utiliser des technologies radicalement différentes. Ainsi, au lieu de chercher d'immenses structures autour des étoiles, les astronomes se concentrent sur la recherche de technosignatures. Ces indices sont des phénomènes inhabituels susceptibles de signaler une activité technologique qui ne peut être attribuée à des sources naturelles connues, telles que les galaxies ou les nébuleuses. Par exemple, une structure comme une sphère de Dyson pourrait émettre un rayonnement infrarouge atypique en raison de la chaleur considérable qu'elle dégagerait en absorbant l'énergie d'une étoile. Parmi les millions d'objets étudiés, 368 ont été retenus comme candidats potentiels, et un filtrage plus strict n'a permis d'en conserver que 7 qui pourraient correspondre à des sphères de Dyson. D'ordinaire, de tels scintillements infrarouges inhabituels résultent d'événements violents dans l'espace, tels que des collisions planétaires qui dispersent de la poussière et des éclats en fusion tout en produisant des motifs lumineux irréguliers appelés disques de débris. Les chercheurs estiment que ces 7 objets pourraient être des étoiles de type M, connues sous le nom de naines rouges, lesquelles sont plus petites et moins lumineuses que notre Soleil, qui est une naine jaune. Les étoiles de ce type n'ont généralement pas de poussière ou de débris en orbite autour d'elles. Cependant, des analyses supplémentaires, notamment une étude approfondie de la lumière émise, sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Une autre étude a identifié 53 étoiles présentant un excès de rayonnement infrarouge similaire, qui doivent également être examinées de près.
les scientifiques envisagent d'utiliser des instruments sophistiqués, comme le télescope spatial James Webb, pour analyser en détail l'ensemble de ces candidates. Une candidate particulièrement célèbre est l'étoile de Tabi. Les scientifiques lui ont même attribué un surnom comique, inspiré du sous-titre de l'article qui lui était consacré. Where's the Flux? À vous d'imaginer l'acronyme. Cette étoile est un peu plus chaude et massive que notre Soleil. Elle a retenu l'attention de la NASA en raison de ses variations de luminosité inhabituelles et irrégulières. En effet, au lieu de briller de manière stable, elle semble clignoter, à l'image d'une lampe torche qu'on allumerait et éteindrait tour à tour. Au premier abord, on pourrait penser que cela est dû au passage d'une grande planète ou d'une comète devant l'étoile. Cependant, les baisses de luminosité atteignent jusqu'à 22%. Aucune planète ne serait capable de masquer un quart de la lumière d'une étoile, d'où la nature intrigante du phénomène. Une autre hypothèse avance l'idée d'une sphère de Dyson, ou d'une mégastructure similaire. Certains ont également suggéré que ces variations pourraient être dues aux fragments d'une exolune désintégrée en orbite autour de l'étoile. Bien que d'autres astres présentent des phénomènes comparables, aucune preuve tangible ne permet de confirmer ces théories. Pour l'instant, les scientifiques demeurent dans l'incertitude. Les astronomes sont donc en quête de toute structure gigantesque susceptible d'exister. Les formes que pourrait prendre une sphère de Dyson sont multiples. Anneaux, bulles, essaims de satellites, coquilles gigantesques, et bien d'autres encore. Une coquille de Dyson, par exemple, consisterait en une enveloppe rigide entourant totalement l'étoile. Cette option représente la solution la plus extrême, et aussi la plus complexe à réaliser. Si une civilisation avancée avait effectivement construit une telle structure, celle-ci bloquerait complètement la lumière de l'étoile, la rendant invisible à nos yeux. La surface intérieure de cette coquille pourrait être aménagée en habitat, et la gravité pourrait être simulée en faisant tourner l'ensemble de la structure autour de l'étoile. Un essaim de Dyson, en revanche, serait l'option la plus accessible. Un réseau de satellites et d'habitats collectant l'énergie en orbite autour de l'étoile. Cet environnement pourrait s'avérer des plus agréables, les habitants vivant dans un ensemble de stations spatiales ou de petites maisons dispersées au sein de l'essaim. Chaque habitat aurait son propre système de subsistance, avec l'air, la gravité artificielle et les infrastructures nécessaires. Il serait également possible d'y faire pousser des cultures. Et la vue serait spectaculaire. Un ciel toujours lumineux, constellé d'autres habitats visibles à travers l'immensité. Avec l'énergie presque illimitée d'une étoile à disposition, nous pourrions accélérer notre développement, produire d'immenses quantités de matériaux et même terraformer des planètes du système stellaire. Mais la construction et l'entretien d'une sphère de Dyson nécessiteraient des technologies de pointe en robotique et des ressources financières colossales. Un tel projet demanderait des siècles, voire des millénaires, avant d'être concrétisé. Les mégastructures ne sont pas les seules pistes explorées par les scientifiques dans leur quête de vie extraterrestre. Les planètes sont également scrutées avec attention. Pour être considérées comme des habitats potentiels, les planètes doivent présenter certaines caractéristiques. Il faut notamment la présence d'eau liquide, ainsi qu'une source d'énergie capable de déclencher les réactions nécessaires à la formation des éléments constitutifs de la vie. Il s'avère que ces conditions ne sont pas particulièrement rares. Nos recherches suggèrent qu'il pourrait y avoir plus de 60 milliards de planètes potentiellement habitables rien qu'au sein de la Voie lactée. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de les observer directement ni d'y envoyer de mission. Il nous faut donc recourir à des stratagèmes, comme détecter la présence d'eau et de certains gaz propices à la vie dans leur atmosphère. Récemment, le télescope spatial James Webb a détecté des indices pouvant suggérer la présence de vie sur une planète nommée K2-18b, relativement proche, à environ 120 années-lumière de la Terre. Cette planète est 9 fois plus grande que la nôtre et possède des nuages d'eau liquide, bien que son atmosphère soit différente, avec des gaz tels que le méthane, le dioxyde de carbone et le sulfure de diméthyle. Une forme de vie nécessitant de l'oxygène aurait du mal à y prospérer, mais sur Terre, ce sulfure est principalement produit par des organismes vivants comme le phytoplancton. Les scientifiques ont également découvert que des planètes aux orbites inhabituelles et ondulantes pourraient révéler la présence de civilisations extraterrestres avancées. Dans notre système solaire, chaque planète suit son propre chemin orbital, mais l'univers réserve bien des surprises. Selon les modèles, il pourrait exister des planètes partageant la même orbite, à condition qu'elles soient disposées de manière uniforme autour de l'étoile, ce qui limiterait leur influence gravitationnelle mutuelle. Il y a aussi ce qu'on appelle la configuration en fer à cheval.
où les planètes accélèrent et ralentissent les unes par rapport aux autres, adoptant des trajectoires sinueuses. Ces systèmes en fer à cheval pourraient accueillir jusqu'à 24 planètes. Cependant, ce type de configuration, bien que théoriquement possible, reste très improbable sans une forme d'intervention. Normalement, la gravité déstabiliserait de tels systèmes en un rien de temps. Ainsi, la découverte d'un système stellaire où 24 planètes partagent la même orbite pourrait suggérer l'implication d'une civilisation avancée. Il se pourrait aussi que des civilisations extraterrestres tentent de nous contacter directement. La recherche d'intelligence extraterrestre a débuté dans les années 60, quand l'astronome Frank Drake a commencé à capter des signaux radio en provenance de l'espace. Aujourd'hui, cette quête continue. Les astronomes restent à l'écoute des radiations parasites, ces ondes radio émises accidentellement dans l'espace par des activités courantes. Récemment, des ondes radio ont été détectées en provenance de YZ Ceti-b, une planète située à seulement 12 années-lumière. Cela laisse supposer l'existence d'un champ magnétique essentiel pour protéger la vie des radiations solaires. Cependant, YZ Ceti-b est probablement trop proche de son étoile pour être habitable. Il existe de nombreux endroits d'où un tel signal pourrait provenir. En effet, il y a 1 millier de systèmes stellaires dans notre galaxie, depuis lesquels il est possible de nous observer. Toutes ces étoiles bénéficient d'une vue privilégiée sur la Terre lorsqu'elles passent devant le Soleil, facilitant la détection de notre planète par d'éventuels astronomes extraterrestres. Ainsi, plus d'1 millier de systèmes stellaires pourraient être en train de nous observer à cet instant. Si nous les étudions attentivement, nous pourrions peut-être un jour trouver des preuves d'une vie intelligente qui nous observe en retour.